Au lycée, ses camarades avaient élu Herbert Mullin étudiant le plus prometteur. À l'âge de 25 ans, Mullin avait tué 13 hommes, femmes et enfants à l'arme blanche. Il l'a éventré, éviscéré et répandu ses entrailles par terre. À l'arme à feu, Ils ont dû tenter de s'enfuir. à la batte Bam! et au fusil. Il l'abat et il poursuit ça. Il prétendra avoir une mission divine, sauver des vies en commettant des meurtres. Il accomplissait un acte héroïque, essentiel. Ce tueur en série cynique avait-il le crime dans la peau ou pas? Nous avons posé la question aux enquêteurs qui ont tenté de démêler cette énigme. Je voulais trouver et déterminer ce qui déclenchait chez Mullin l'acte de tuer. Et à Herbert Mullin lui-même. They are to blame for causing me to commit the crimes. Herbert William Mullin était-il un tueur né? I was a good Catholic. I said my prayers every day. I went to church every Sunday. I made sure that I went to confession at least once a month. Between October 13th, 1972 and February 13th, 1973, I did in fact murder 13 people. Au mois de janvier 1973, l'inspecteur Terry Medina découvre les lieux d'un crime qui restera gravé dans sa mémoire. Quand vous avez passé autant d'années que moi comme inspecteur à la criminelle, il y a des choses qui vous hantent et dont vous aimeriez bien vous débarrasser l'esprit. Cette cabane en fait partie. Elle me hante depuis ce jour. Medina est appelé et doit se rendre en forêt, près d'un lieu dit très touristique au cœur des montagnes du comté de Santa Cruz, surnommé le Mystery Spot. C'est un endroit entouré de mystères, d'où son nom. On lui prête des caractéristiques extraordinaires. La légende prétend que les lois de la physique et de la gravité terrestre y seraient différentes, hors du commun. Vous voyez ? Le fait est que la nuit où l'on a découvert ces corps, il y avait résolument une ambiance particulière. Ce qui s'est passé n'était pas normal du tout. Noël approchait. Il faisait très humide. Une bruine tombait. Je revois encore ce petit chemin de terre et la cabane, un peu excentrée sur la droite du sentier, au milieu des arbres. Dans cette cabane, Katie Francis, 30 ans, vivait avec sa famille. Nous avons retrouvé 3 cadavres dans la cabane. Celui de Madame Francis et ceux de ses 2 fils. Ils étaient jeunes. Le premier détail qui a attiré mon attention, c'était l'arbre de Noël. Quelqu'un l'avait fait tomber et piétiner les décorations. Ça devait être une période heureuse de l'année. Il y avait des traces de lutte violente dans la cabane. Katie Francis ne s'était pas laissée faire. Elle s'était défendue. Les 2 enfants jouaient aux dames chinoises sur leur couchette. L'assassin les avait abattus, puis achevés avec un couteau de chasse. Il avait même tiré un des petits par le pied pour le rapprocher de lui et le poignarder. C'est un endroit tellement paisible. Les oiseaux chantent,
Qui aurait pu penser qu'un tel drame pouvait s'y produire? C'est un endroit tellement joli. Le triple meurtre inexpliqué de Mystery Spot ne sera pas le seul à terrifier la ville côtière d'ordinaire paisible de Santa Cruz. Elle va traverser 4 mois d'horreur. Ça a été une période particulière. C'est le moins qu'on puisse dire. Le procureur nous a même qualifié de capitale mondiale du meurtre. Un tueur sévit et tue sans distinction. Les habitants de Santa Cruz et de tout le comté étaient sous tension. Des jeunes femmes, Il l'a attaqué par surprise et l'a tué sauvagement. des enfants, Les gens étaient terrifiés. Ils n'avaient aucune idée quant à l'identité du coupable. un prêtre, Tellement de gens étaient fous de rage que quelqu'un ait pu faire ça. des personnes âgées. Nous n'avons jamais eu d'affaires de la sorte à traiter auparavant à Santa Cruz et je prie pour que ce soit la seule et unique fois. Tout le monde se sent menacé. Les meurtres s'enchaînaient à une fréquence terrifiante. On se demandait quand ça allait s'arrêter. Les services de police étaient sous pression devant cette accumulation de meurtres à élucider. Les victimes étaient tuées de manière et dans des circonstances très différentes les unes des autres. Du point de vue d'un enquêteur, faire le lien entre toutes ces affaires était extrêmement compliqué. Puis, le 13 février 1973, un coup de fusil retentit le long des falaises surplombant l'océan Pacifique et va permettre d'éclaircir le mystère. Fred Perez a 73 ans. Il sort jardiner devant chez lui quand un jeune homme traverse le quartier en voiture. Il est en voiture, nous sommes dimanche matin. Il voit un vieux monsieur sortir de chez lui pour jardiner. Il l'abat et poursuit sa route. Un voisin voit la voiture s'éloigner et prévient la police qui l'interpelle. Au volant, elle découvre Herbert William Mullin, 25 ans. Un jeune homme bien sous tout rapport, en apparence. Il avait tout d'un individu discret, modeste et calme. De prime abord, si vous lui parliez, il avait tout d'un citoyen respectueux des lois, impliqué dans la vie de sa communauté. Un individu avec une bonne moralité, en somme. En apparence. Les enquêteurs découvrent rapidement ce qui se cache derrière cette carapace de jeune homme poli. À Santa Cruz, Herbert Mullin, 25 ans, a été inculpé des meurtres de 6 personnes commis ces 3 dernières semaines. On le soupçonne de 13 meurtres au total. Mullin avait été élu étudiant le plus prometteur de sa classe et il avait décroché une bourse universitaire, mais il était aussi lié au milieu de la drogue à Santa Cruz. Mullin est en garde à vue. Les enquêteurs de police, ainsi qu'Harold Cartwright, mandatés par la défense du jeune homme, se mettent en quête d'une réponse à la question qui brûle toutes les lèvres. Pourquoi ? Je voulais trouver et déterminer ce qui déclenchait chez Mullin l'acte de tuer. L'enquête de Cartwright commence à Felton, la petite bourgade où vit Mullin, au pied des forêts de séquoias couvrant les hauteurs de Santa Cruz. Nous sommes devant le lycée de San Lorenzo Valley, où Herbert Mullin a obtenu son bac en 1965 et était désigné étudiant le plus prometteur de sa classe. C'était un étudiant doué, brillant en cours, et même sur un terrain de football malgré sa taille. C'était un jeune homme exemplaire et quelques années plus tard, on le retrouve dans la peau d'un tueur en série sanguinaire. Ce n'est pas souvent qu'une vie prend une tournure aussi inattendue. Pourquoi ? Nul ne le sait encore. Mais le jour et les circonstances de la naissance d'Herbert Mullin ont profondément marqué le jeune homme. My name is Herbert William Mullin, and I was born on April 18th, 1947 at 6:06 a.m. My earliest memory was I was crawling on my hands and knees, and I was looking into a puddle. I saw myself and the redwood trees reflected, and the sunlight, the sun, and I touched the sun with my finger,
and it created little circular waves extending outward in all directions. I felt peaceful and calm, inquisitive, curious, content, grateful, and hopeful. Qu'est-ce qui a pu transformer un enfant optimiste en tueur? Je me souviens encore de la première fois où j'ai réussi à lui arracher quelques mots en réponse à une de mes questions. J'avais un vrai mur en face de moi. Et soudain, il m'a regardé, il s'est penché vers moi sur la table et il m'a dit « Quand Dieu vous parle, vous l'écoutez ». Les enquêteurs vont bientôt démêler une des trajectoires criminelles les plus insolites qu'ils aient jamais rencontrées. Au mois de février 1973, la police de Santa Cruz arrête Herbert Mullin. Il vient d'abattre froidement, sans raison apparente, un homme âgé qui jardinait paisiblement devant chez lui. Durant ses échanges avec les enquêteurs et les psychiatres, Mullin révèle progressivement les circonstances et les mobiles, particulièrement déroutants, de 12 autres meurtres qui ont terrifié la ville côtière californienne. À ces mots, j'ai senti mes poils se dresser sur ma nuque et un frisson me parcourir. D'après lui, des voix lui avaient confié la mission de sauver le monde. Les voix lui disaient qu'il était un des élus de Dieu. Dieu avait un plan qui nécessitait des sacrifices humains et Mullin devait s'en charger. Ces sacrifices devaient éviter un cataclysme sismique. Un séisme allait engloutir toute la Californie et il devait pratiquer des sacrifices rituels pour empêcher que cette catastrophe ait lieu. Mullin affirme que ses victimes se sont livrées à lui par télépathie. L'inspecteur Medina se rendra bientôt compte qu'en octobre 1972, il avait traité un dossier qui était en fait le premier meurtre de Mullin. À l'époque, je pensais que c'était une affaire de meurtre comme une autre. On avait retrouvé le corps de Lawrence White, un sans domicile fixe, surnommé Whitey, une figure locale. On est à moins de 2 kilomètres de la sortie de Santa Cruz. Je suis allé constater la présence d'un corps sur le bas-côté, non loin de la route. C'était un homme âgé qui apparemment avait été battu à mort. À cette époque, Mullin sait que ceux qui veulent bien faire don de leur vie le lui feront savoir par la pensée. Et c'est exactement ce qui se serait passé d'après lui. Il est en voiture, il voit un homme sur le bord de la route et soudain, il l'entend lui dire « Je suis comme Jonas, prends ma vie ». C'était le premier. Il a garé son Chevrolet Nomade modèle 58 et relevé le capot. C'est le piège parfait. Vous faites croire que vous êtes en panne et vous attendez. Et c'est tombé sur Whitey. Il demande à Whitey d'inspecter le moteur. Passe derrière lui, une batte de baseball à la main. Pendant que M. White est occupé, bam! Il le tue. On a tout de suite enquêté sur l'entourage de Whitey, parce que dans une affaire de meurtre, le lien vers le coupable s'y trouve souvent. Mais là, rien. Chou blanc. Tous ses amis ont essayé de nous aider. Il n'avait pas d'ennemis. Personne n'a pu nous rapporter la moindre dispute, querelle, ou même un différend concernant une dette ou autre. C'était juste un vieillard qu'on avait roué de coups au bord d'une route. L'enquête initiale sur le meurtre de Lawrence White n'aboutira pas. Mais le 24 octobre, Herbert Mullin tue encore. Sa victime est Mary Guilfoyle, jeune étudiante de 24 ans à l'université de Cabrillo. Mullin la prend en stop. Il devait la déposer quelque part, mais la jeune fille a vite compris qu'il n'était pas sur la bonne route. Alors il l'a sauvagement tuée par surprise dans la voiture. Il ne l'a pas seulement poignardée, il l'a éventrée, éviscérée et répandu ses entrailles par terre. Le lycéen autrefois apprécié de ses pairs est devenu un tueur sans remords.
Après le meurtre de Mary Guilfoyle, le tapis de sol de sa voiture était maculé de sang. Et il m'a expliqué qu'il avait tout fait pour le nettoyer, mais en vain. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix quand il parlait de ses victimes. Bientôt, Herbert Melin va commettre un meurtre qui va ébranler tous ses concitoyens. Le lendemain de la Toussaint, en novembre 1972, Herbert Melin entre dans l'église Sainte-Marie de Los Gatos. Le père Tomei reçoit les confessions de ses paroissiens. C'était un homme très respecté. Il avait été résistant en France durant la Seconde Guerre mondiale. Herbert Melin avait reçu une éducation catholique et il souhaitait se confesser. I was thoroughly indoctrinated into the ideas and concepts and belief systems of Roman Catholicism. Many of those doctrines and concepts require a great deal of faith that isn't based on logic or reasoning. I think that was detrimental to my mental health. Il est entré dans le confessionnal, il a un peu parlé. On imagine qu'il a peut-être confessé ses crimes. Il est sorti du confessionnal et il a poignardé le prêtre en plein cœur. Melin affirmera par la suite que le père Tomei s'était volontairement offert à lui. Le pire dans toute cette histoire, c'est qu'alors qu'il se vidait de son sang, cet homme à l'agonie a eu la force de parler à son bourreau pour lui dire qu'il lui pardonnait son geste. C'est presque un copier-coller de la crucifixion. Qu'est-ce qui a pu pousser Melin à commettre un tel crime? Terry Medina, l'inspecteur pour le bureau du shérif de Santa Cruz, décide de fouiller dans son enfance. Au cours de l'enquête, j'ai interrogé ses parents. Et vous savez, sa mère était une dame très gentille et une maman bienveillante. Quant à son père, pareil, un type normal, employé de la poste. C'était un ancien marine, un homme très strict. Il savait faire la différence entre le bien et le mal. St. Stephen's Grammar School. I was a good student, I think, from my point of view. I always did my homework at night. I was always on first team. I was a pretty good athlete. I thought that it was leading me towards a beneficial lifetime, you know, so that I could be a good member of my family and the community. Les enquêtes et analyses approfondies ne permettent pas de déceler la moindre anomalie dans l'enfance de Melin. La fin de son adolescence, en revanche... Après le lycée, les choses se sont dégradées de manière significative. Herbert Melin change. I'd been dating a girl during 1964, 65, and 66, and 67. In 1967, we became engaged to be married. I think that is basically when mental health issues started to take effect. Je me suis entretenu avec sa fiancée de l'époque, une fille très bien, très gentille. Quand ils se sont fiancés, le comportement de Melin est devenu plus étrange, plus inquiétant. Elle avait parfois peur de lui. C'en était à un point où il ne lui laissait prendre aucune décision. Elle m'a aussi confié qu'il avait pris l'habitude de la taper violemment sur les cuisses quand il se mettait en colère contre elle. My fiancée and my friends were going along with the idea of my parents that I should be kept naive, gullible and immature. Le jeune Herbert Melin montre des signes inquiétants de paranoïa. On ignore ce qui déclenche un trouble paranoïaque. Plusieurs théories prétendent qu'un individu plonge dans la paranoïa à cause de pulsions homosexuelles inassouvies et refoulées, qui le poussent à avoir peur et à détester les dites pulsions.
L'individu transfère alors sa terreur en paranoïa, pensant que quelqu'un lui veut du mal, parle dans son dos, complote contre lui et veut le forcer à faire des choses qui le répugnent profondément. Mais on ne parle pas de difficulté à accepter son identité sexuelle. On n'est pas dans le registre du « je suis homosexuel et je déteste ça ». On est plus dans le registre d'une émotion construite sur une peur fondamentale. Qu'est-ce qui a pu provoquer ce changement chez ce jeune catholique pratiquant? Quand j'ai parlé avec la sœur d'Herbert, elle m'a raconté la première fois où le comportement de son frère l'a réellement interpellé. C'était à l'occasion d'un repas de famille. Et Herbert s'est soudain mis à imiter tout ce que faisait son beau-frère. Si le mari de sa sœur prenait une fourchette ou un couteau, il faisait pareil. S'il se levait de table pour se laver les mains, Herbert l'imitait. Ce comportement a duré un petit moment et la sœur de Moline m'a avoué qu'elle avait l'impression que son frère était en transe. Il ne semblait pas contrôler ses actions, mais être réellement sous l'emprise psychologique de son beau-frère. Les psychiatres appellent ce comportement l'écopraxie ou écokinésie. C'est souvent un des signes de la schizophrénie. On a longtemps catalogué cette maladie comme typiquement juvénile, car la schizophrénie se révèle souvent chez l'individu à la fin de l'adolescence ou au tout début de l'âge adulte. Moline avouera aussi que son meilleur ami au lycée, Jim Gianera, l'avait initié à la consommation de drogues psychotropes. Two illegal drugs that I became familiar with was marijuana and LSD. Moline tourne le dos à la religion catholique et devient omnubilé par les religions orientales. Il se déclare également objecteur de conscience. Ses proches commencent à se convaincre que la drogue est à l'origine de son changement brutal de comportement. À cette époque, beaucoup de gens, notamment ses parents, pensaient que tous ces problèmes venaient de sa consommation de cannabis et de LSD. Ils se trompaient. Nous n'avons rien trouvé qui prouve qu'à un moment de sa vie, la drogue l'ait fait basculer dans une sorte de réalité parallèle. Disons que la consommation de substances psychotropes n'a rien dû arranger, mais ce n'est pas ce qui a fait de lui un malade psychotique incurable. Il faut que l'individu porte déjà en lui les germes de la maladie mentale et en montre déjà quelques signes. Herbert Moline n'est pas d'accord avec cette analyse. I was talked into using LSD by other people that I knew at that particular time, people that I had gone to high school with. With the fourth victim, I asked that guy if he had any marijuana. I know that both marijuana and LSD were very, very detrimental to my mental health. En janvier 1973, Moline a le sang d'un SDF, d'une étudiante et d'un prêtre sur les mains. Mais sa prochaine victime sera bien plus proche de lui. Il estimait que Jim Gianera, en lui faisant découvrir le cannabis, avait contribué à ruiner sa vie. À tel point qu'il en avait conclu que son ami était à la source de tous ses maux et de ses problèmes. La scène de crime du meurtre de Gianera était cauchemardesque. Et maintenant, Moline avait une arme à feu en plus du reste. Il a d'abord abattu M. Gianera, puis a poignardé Mme Gianera à plusieurs reprises. C'est là que son délire du démiurge perd son sens. Il blâme celui qui l'a fait sombrer dans la drogue, mais ça ne colle pas avec son idée des volontaires au sacrifice. Satan a exprimé son besoin de tuer et le fait qu'après tout, il devait punir cet individu coupable à ses yeux. Mais ça ne colle pas avec sa vision. C'est le meurtre de Gianera qui permettra d'élucider le triple meurtre de Mystery Spot. En effet, plus tôt ce matin-là, Katie Francis avait transmis la nouvelle adresse de Jim Gianera à Herbert Moline, un service qu'elle allait payer au prix fort. Il est retourné là-bas, chez les Francis, pour couvrir ses traces et qu'on ne fasse pas le lien. Alors il les a tués, elle et ses deux fils. La quête meurtrière de Moline ne va pas s'arrêter là. En 1973,
la police arrête Herbert Mullin pour plusieurs meurtres qu'il prétend avoir commis afin de sauver la Californie d'un tremblement de terre apocalyptique. Plusieurs jours après cette interpellation, l'inspecteur Terry Medina est appelé sur les lieux d'un autre crime au cœur de la forêt de Sequoia. Nous sommes dans le parc régional Henry Cowell, mais pas dans la partie où vont les visiteurs et où se trouvent les aires de pique-nique et de bivouac. Ici, nous sommes aux confins du parc, dans une partie assez isolée et peu fréquentée, si ce n'est par des randonneurs aguerris. Je n'étais pas revenu ici depuis cette affaire. C'est très inhabituel, je vous le confirme. Nous n'avons jamais eu d'affaire de la sorte à traiter auparavant à Santa Cruz et je prie pour que ce soit la seule et unique fois. Nos administrés sont inquiets. Ils se demandent à quoi nous avons affaire ici. Et ils m'ont exprimé leurs préoccupations sur ce qui s'est passé. Dans un abri de fortune, la police a retrouvé les corps de 4 jeunes gens, froidement abattus d'une balle dans la tête. Comme Herbert Mullin est déjà en prison, l'identité du coupable reste un mystère. Le temps qu'on se mette au travail, la nuit s'était mise à tomber. Comme on ne pouvait pas déplacer les corps, il a fallu rester sur place pour sécuriser le périmètre. J'ai fait partie de ceux qui ont passé la nuit sur place. Et c'est la scène de crime la plus sinistre que j'ai eu à couvrir. Je vais être franc avec vous. On a souvent du mal à reconnaître qu'on peut avoir peur dans notre métier. Mais le fait de ne pas savoir qui avait fait ça, et si le suspect allait revenir sur les lieux du crime, sans compter que tout le monde était parti, et que nous n'étions que 2 restés sur place, avec les corps, franchement, on n'emmenait pas large. Les autopsies révéleront que les corps gisent dans la forêt depuis 1 semaine, et que les balles proviennent bien de l'arme d'Herbert William Mullin. Le crime était antérieur à son arrestation. Les victimes avaient mal choisi leur lieu de campement. One of my favorite pastimes, I enjoy the outdoors, walking in the redwoods, and, exploring the mountainous regions. Il avait lui-même enfreint des règles et fait du camping sauvage. Alors quand il a vu que ces jeunes faisaient la même chose, il a estimé qu'il devait être puni. Punir une faute était important à ses yeux. C'est assez courant chez les schizophrènes paranoïaques. Mullin affirme que les 4 jeunes lui avaient dit par la pensée qu'ils étaient prêts à se sacrifier. Alors, il était entré dans la tente et avait ouvert le feu. Ils étaient pris au piège. Je n'ose imaginer leur terreur. Mullin trouve un fusil de chasse dans la tente et l'emporte avec lui. C'est l'arme avec laquelle il abattra Fred Perez dans son jardin le 13 février. Ce sera sa 13e et dernière victime. Si ce dernier crime a permis d'arrêter Mullin, il n'a donné aucune réponse à la police pour tenter de comprendre comment ce jeune homme bien sous tout rapport s'était transformé en tueur en série. Durant son enquête sur le passé de Mullin, Harold Cartwright a découvert qu'à partir de 1971, le jeune homme prometteur s'était installé à San Francisco et vivait dans des motels minables du quartier de Tenderloin. Il faut savoir que pendant les années 1970, ce quartier de Tenderloin était un des plus malfamés de San Francisco. C'était un ghetto sordide, peuplé de toxicomanes, d'ivrognes et de sans-logis. Un endroit peu fréquentable. C'est là que Mullin, pacifiste déclaré et amoureux des religions orientales, développe une passion surprenante.
Lorsqu'il vivait à San Francisco, Herbert s'est mis à la boxe. J'ai retrouvé la salle où il boxait, et même son ancien entraîneur, un certain Vic. Vic m'a confié qu'il trouvait Mullin étrange, mais l'aimait bien parce qu'il avait la hargne et une volonté de faire. Il n'avait pas peur de combattre des partenaires bien meilleurs ou plus forts que lui, et il se prenait des roustes. Mais il encaissait les coups et repartait à la charge. Il avait des tripes, ce sont les mots qu'il a employés. I don't think that I had a conscious intention to engage in that much boxing every day or 4 or 5 days a week for, 6 months? Herbert était concentré tant que vous le regardiez boxer en lui donnant des consignes. Mais si vous tourniez la tête, ne serait-ce qu'un instant pour faire autre chose, vous le retrouviez dans un coin du ring, en train de parler, comme s'il avait une discussion avec un interlocuteur invisible. I wanted to program myself to become a successful citizen. And somewhere in my subconscious, I focused on my father and how he had told me he had been boxing and so forth during his formative years. And so possibly I engaged in that violent activity because of my desire to be more like him in terms of the success story of a normal natural person in America. Quand on ne va pas bien, on cherche des moyens d'aller mieux, qu'importe ce que ce mieux signifie à nos yeux. Et c'est très éprouvant d'être constamment dans une souffrance psychologique intense. D'ailleurs, de nombreux schizophrènes finissent par en parler, parce qu'ils ont besoin d'exprimer leur calvaire, tant il leur est insoutenable. Harold Cartwright a retrouvé un des hôtels miteux dans lequel Mullin a séjourné. J'ai pu parler à sa logeuse. Elle avait gardé quelques cartons dans sa cave après le départ de Mullin. Ces boîtes étaient pleines de pages couvertes de gribouillis et de dessins, et ces mots n'avaient aucun sens. Un des symptômes qui caractérisent la schizophrénie ou d'autres troubles de l'apprentissage est l'hypergraphie. Le sujet écrit partout, sur le papier, sur les murs, sur les corps. Il tient un journal, il écrit des lettres au président. Le délire peut aller loin. Le malade n'écrit pas pour être lu un jour par quelqu'un, c'est un besoin compulsif de noter chaque détail. Des détails, toujours plus de détails. Durant son séjour là-bas, il a écrit des centaines de pages, qui étaient pour la plupart illisibles. Ces gribouillis, apparemment sans queue ni tête, renferment en fait des codes secrets dévoilant les projets terrifiants d'Herbert Mullin. Il mentionnait beaucoup les 12 apôtres et il parlait d'un 13e disciple de Dieu qui en fait n'était autre que lui. C'est à San Francisco que Mullin commence à formuler son projet de sauver la Californie d'un désastre apocalyptique. Il se rend compte un jour qu'Albert Einstein est mort un 18 avril. Or, Mullin est né un 18 avril. Et coïncidence ou pas, c'est aussi le 18 avril 1906 qu'un violent séisme a ravagé San Francisco. On est incapable de dire combien de schizophrènes sont comme ça, mais c'est assez récurrent. Ils accordent aux chiffres des pouvoirs magiques et construisent leur délire dessus. Dans l'esprit d'un schizophrène en plein délire, c'est évident. Einstein est mort un 18 avril pour protéger la vie de ceux qui, comme Mullin, sont nés un 18 avril. La moindre des choses à ses yeux est d'accomplir lui aussi un acte héroïque. Il s'est mis à éplucher les chiffres de la mortalité pour les mettre en relation avec les occurrences des catastrophes naturelles. Et il a constaté que quand la mortalité baissait, un ouragan ou un séisme se produisait peu de temps après, comme si la Terre rétablissait une sorte d'équilibre. Sa conclusion est logique. Il doit trouver un moyen de tuer des gens pour garder les chiffres de la mortalité assez hauts et empêcher le séisme. Herbert Mullin a choisi le 13e jour d'octobre 1972 pour débuter sa folie meurtrière, qui en 4 mois allait coûter la vie à 13 innocents.
Il fera sa dernière victime, la 13e, un 13 février. La justice doit déterminer si les délires de Mullin l'ont poussé à tuer et surtout si sa maladie mentale va lui éviter de payer pour ses crimes. Le procès d'Herbert Mullin se tient en 1973. Les débats vont profondément choquer les jurés et mettre à rude épreuve leur certitude sur ce que le terme démence peut signifier. Mullin est coupable de meurtre, sans aucun doute possible. Mais est-il responsable de ses actes ? Quand de tels actes sont commis, le commun des mortels est en quelque sorte conditionné à qualifier leur auteur de fou. C'est sur ce postulat que le procès démarre avec pour but de déterminer si l'accusé est légalement responsable de ses actes. L'état d'esprit de l'accusé a vraiment été au cœur du procès. Nous sommes dans le tribunal où s'est tenu le procès. Le juge Franisch a présidé les débats. Les avocats de la défense étaient assis à cette table. Le jour où Mullin a rencontré son avocat commis d'office, son comportement est devenu étrange. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que je le défende, parce que je ne ressemblais pas assez à Richard Nixon. À cette époque, Nixon n'était pas des plus populaires. Tout le monde savait qu'il était pourri jusqu'à l'os. Très vite, le procès balaye l'éventualité que Mullin ne soit pas l'auteur des crimes terribles qui lui sont reprochés. Monsieur Mullin avait l'habitude de s'asseoir dans ce fauteuil. Il lui arrivait d'interrompre les débats de temps à autre. Il s'excitait subitement et glissait un mot à ses avocats quand un témoin mentionnait le lieu où un corps avait été retrouvé ou le nombre de coups de couteau qui avaient été portés. Souvent, quand un accusé fait ça, il s'incrimine. Même si nul ne doute des troubles mentaux de Mullin, il faut encore déterminer si ceci l'exempte d'être puni par la loi pénale. Un diagnostic de maladie mentale grave n'entraîne pas forcément la qualification légale de démence. Ce terme doit permettre de statuer sur la responsabilité morale de l'accusé, et la plupart des tribunaux se réfèrent à une jurisprudence anglaise, le cas McNaughton. La jurisprudence McNaughton dit notamment que si un individu commet un crime de sang sans être pleinement conscient que ce qu'il fait est mal, ça constitue une circonstance atténuante. Mullin, lui, pensait faire quelque chose de bien, c'est différent. Contre toute attente, Mullin insiste pour venir déposer devant la cour. Monsieur Mullin est venu déposer, ce qui était vraiment inhabituel dans ce genre d'affaires. Il est resté debout à la barre et il nous a fait un sermon. À la barre, Mullin déclare que sa famille, ses proches et ses amis ont tous comploté pour le pousser à tuer. Il en est toujours convaincu aujourd'hui. Tried over the years, even during the trial, I've tried to explain that I felt that my family and the people in charge of my upbringing were sort of playing a killjoy sadistic game on my life, on my mind. I think my family and my neighbors, and they knew that I was committing the crimes. Tous ceux qui ont enquêté sur les meurtres d'Herbert Mullin estime que ces affirmations font partie du délire du jeune homme. J'ai traité tellement d'affaires dans lesquelles c'était tellement facile de blâmer les parents. Mais une chose ne fait aucun doute à mes yeux. Si un des deux parents d'Herbert avait su ce qu'il faisait, il l'aurait dénoncé à la police. C'est sûr et certain. J'en mettrais ma main à couper. Vous savez, la schizophrénie se soigne mais ne se guérit pas. Les parents d'Herbert étaient des gens formidables et les accusations de leur fils étaient le produit de sa maladie mentale. La caractéristique fondamentale d'un paranoïaque, c'est d'être persuadé qu'il est la victime d'un complot. Vous pouvez étaler toutes les preuves irréfutables du contraire sous son nez. Le seul effet que vous obtiendrez, c'est de rejoindre dans sa tête les rangs des comploteurs. La folie de Mullin suffira-t-elle à lui faire éviter d'être puni par la loi? Je suis bien obligé d'admettre que la défense a fait un boulot formidable lors du procès. Au point que j'ai commencé à me demander si on allait gagner ce procès.
Je me souviens qu'un de ses avocats a dit, dans l'esprit d'Herbert Mullin, 2 + 2 = 5. Et tout ce qu'il va faire se base sur ce postulat erroné. Il partait d'une vision faussée et complètement hallucinante de la réalité. Par conséquent, tout ce qu'il a fait ensuite, ou tout ce qu'il a dit qu'on lui avait demandé de faire, à mes yeux, relevait d'un devoir. Il se considérait comme un bon citoyen, alors il a rempli son devoir, lequel consistait à tuer des gens. Après 3 jours de délibéré, le jury rend son verdict. Herbert William Mullin était en pleine possession de ses capacités mentales lors des faits qui lui sont reprochés, et il est reconnu coupable de 2 homicides volontaires avec préméditation et de 8 homicides volontaires sans préméditation. Beaucoup ont catalogué Herbert Mullin comme un tueur forcené, mais les choses sont-elles aussi simples que cela? Beaucoup de schizophrènes paranoïaques ne deviennent pas des meurtriers. Alors pourquoi lui? Pourquoi a-t-il franchi le pas? Qu'est-ce qui rend Herbert Mullin différent? Était-il un tueur né? Les germes du mal étaient présents. Je me base sur le fait que la vengeance semble avoir été le moteur de certains de ses crimes. Il a tué des personnes qu'il voyait comme responsables de ses problèmes. L'ami qui l'initie à la drogue, les jeunes qui défient la loi en faisant du camping sauvage, par exemple. Pour ces victimes, on peut décemment se demander s'il était réellement psychotique et s'il n'a pas exploité sa maladie pour expliquer ses actes. Il ne ment pas quand il affirme être psychotique. En revanche, rien n'indique que cette condition préexistante soit la raison qui l'ait poussé à prendre un couteau, un pistolet ou une batte de baseball pour tuer ces gens. Son système de valeurs n'indique nullement qu'il ait pu ne pas avoir conscience du fait que la société réprouvait ses actes et que ceux-ci étaient condamnables par la loi pénale. Allez dans un hôpital psychiatrique et demandez à un patient pourquoi il est là. S'il vous dit que des voix lui ordonnaient de se donner la mort, demandez-lui pourquoi il ne s'est pas tué. Il est très rare qu'un schizophrène paranoïaque obéisse à ce type d'hallucination. Quand quelqu'un naît avec une schizophrénie latente, le jour où la maladie se déclare, on peut certes dire qu'il est né malade, mais pas qu'il est né pour tuer. De son côté, Herbert Mullin persiste à affirmer que ses crimes sont le fruit de son éducation, pas de sa maladie. I feel that it's the state of California, the court system, the psychiatrists, they should give credence to this contention of mine that I'm not 100% the guilty one in the commission of the crime spree. They should give a little leniency and maybe exonerate and vindicate me a little bit. And that's one of my hopes, you know. I'm looking for a sponsor who will assist me in approaching the court system so that I might be able to achieve a parole or a pardon or release from prison. Oui, on peut avoir de la compassion pour quelqu'un qui lutte avec la maladie mentale. Mais on oublie trop souvent de rappeler qu'il y a des victimes et qu'elles ont une histoire. Il faut raconter leur histoire aussi. Pour celui qui a passé des mois à décortiquer la vie et l'esprit d'Herbert Mullin, la réponse à la question « Doit-il être libéré un jour ?» est simple et évidente. Pensez un peu à toutes les vies qu'il a détruites. Je ne parle pas que des victimes, mais de toutes les vies qu'il a touchées. Ce type est fou allié, c'est tout. Herbert Mullin est et sera toujours schizophrénique paranoïaque. Et pourvu qu'il ne soit jamais libéré de prison, car ce serait de la folie.